Regarde les hommes changer sur Europe 1. Frédéric Tadei, Alain Decaux, regarde les hommes changer. Alain Decaux, bonjour. Vous êtes membre de l'Académie française, ancien ministre, homme de télévision, de radio, de théâtre, journaliste, auteur de best-sellers, de grands spectacles et bien entendu historien, je dirais même l'historien le plus connu des Français, grâce aux magazines comme Histoire pour tous que vous avez fondé ou Historama que vous avez dirigé, à une émission de radio comme La Tribune de l'Histoire qui a duré 46 ans, à La Caméra explore le temps à la télévision ou à Alain Decaux raconte qui a duré presque 20 ans. Tout ça a donné le goût de l'histoire à plusieurs générations de Français. Et alors on pourrait s'attendre à ce que Alain Decaux ait fait de longues études d'histoire avant de devenir l'historien préféré des Français. Pas du tout, vous n'avez fait qu'une année d'histoire. Vous êtes inscrit et vous avez tout de suite renoncé. Comment se fait-il ? À la Sorbonne, oui, je me suis, après le bac, je suis inscrit à la faculté de droit pour faire plaisir à mon père qui était juriste. Et ensuite, à la Sorbonne, pour me faire plaisir, j'ai fait une année. Et savez-vous pourquoi tout ça s'est arrêté ? Parce que la France a été libérée. Ah oui. Et oui, nous étions occupés par les Allemands à ce moment-là. Oui, oui. Et alors, libérés, tous les journaux qui avaient paru pendant l'occupation ont été interdits. Il n'y avait pas que des grands coupables. Il y avait des gens qui faisaient les mots croisés ou les tickets de ravitaillement. Mais en fait, il y avait des gens qui ont été en vérité des véritables collaborateurs, ça a regardé tout le monde. Mais les journaux ont tous été supprimés. Et donc il s'est trouvé plein de places libres, en fait. Mais c'est-à-dire que la résistance avait vraiment prévu d'autres journaux pour les remplacer. Mais ces journaux n'avaient pas de journalistes, qui étaient souvent empêchés, si vous voulez dire. Et c'est là qu'un de mes amis, sachant que j'avais très envie d'écrire, comme lui, me dit, tu sais, on peut aller porter un article à n'importe quel journal, ils les prennent. Et je l'ai fait, et on m'a pris un article. Et voilà comment a commencé ma vie d'écrivain, de journaliste, d'historien, comme vous dites, mais on vous dit, tout ce que vous avez dit sur l'historien est très exagéré. Le plus connu des Français, c'est pas qualitatif d'ailleurs. Le plus connu, je veux bien. Oui, le plus connu, sans aucun doute. Alain Decaux, justement, restons en 1945, vous avez 20 ans. Tout était possible à ce moment-là. 65 ans plus tard, que pense l'historien du temps qu'il a vécu ? Est-ce que vous êtes sévère ? Est-ce que vous êtes indulgent avec cette période historique ? Mais d'abord, elle est très longue, la période historique que vous venez de qualifier. Et on ne peut pas être sévère sur tant d'années. En même temps, il n'y a pas eu de guerre. Il n'y a pas eu de guerre de nouveau. Et en particulier en Europe, on pourrait se dire ça a tenu les promesses de la libération. Oui, sûrement. D'ailleurs, c'était très passionnant à observer. Et moi, j'ai toujours observé. Toujours. Vous avez toujours été attentif à ce que faisaient les gouvernements, par exemple. Cette histoire au présent vous passionnait, Alain Decaux ? Pas vraiment, je vous dis la vérité. Pas vraiment, j'étais intéressé par tout ce qui se faisait autour de moi et par ce que je tentais de faire. Au moment où j'ai commencé à m'intéresser à la politique, c'est au moment de Mendès France. J'ai trouvé qu'il y avait là un homme très original qui n'était pas semblable de tous les autres. Et je me suis intéressé à la politique à partir de Mendès France. Vous y êtes intéressé forcément un peu plus tard, Alain Decaux, quand vous êtes devenu ministre à votre tour. Michel Rocard, Premier ministre de François Mitterrand en 1988, vous nomme ministre de la francophonie. Alors on se dit, un historien comme Alain Decaux qui tout à coup se retrouve ministre, qui est à la table du gouvernement, il va s'en passer des événements, la chute du mur de Berlin, la guerre du Golfe. Et on se dit, c'est un peu comme un commentateur de match de football qui tout à coup on demanderait de chausser les crampons et d'aller jouer avec l'équipe de France. Écoutez, je dois dire que quand j'étais jeune et tout au long de ma vie, j'ai eu envie de faire des choses. Je les ai faites, pas toujours, mais s'il y a une chose à laquelle je n'avais jamais pensé, c'est d'être ministre. C'est tombé comme le soir, la voix de Rocard que je ne connaissais d'ailleurs pas. Voulez-vous être ministre ? En deux mots comme ça, mais je lui ai même dit, et de quoi ?
j'étais tellement ébahi de la francophonie. Et là, il tombait juste. Si on m'avait pas, le commerce extérieur, j'aurais dit non, je ne sais pas compter, etc., etc. Mais là, la francophonie, j'y croyais. Ça vous a passionné, ce travail de ministre? Oui, il a duré 3 ans, ça compte dans la vie. Et alors, quand vous étiez au Conseil des ministres, François Mitterrand, et qu'on discutait de la chute du mur de Berlin ou de la guerre du Golfe, est-ce que vous étiez historien à ce moment-là, ou est-ce que vous sentiez un membre du gouvernement à part entière? Vous savez, un Conseil des ministres, c'est d'abord un président qui préside. Et quelques ministres qui demandent lève la main. Ou bien le président de la République ne voit pas ou ne veut pas voir la main levée. Enfin, ils parlent si on leur demande de parler. Alors c'est très limité, vous savez. En fait, chaque fois que j'ai parlé, c'est que j'avais été en mission et que là, le ministre qui a été en mission, et moi la francophonie, il y avait beaucoup de pays francophones. C'est ce qui a été pour moi un bonheur, c'est de voir ces pays parfois réticents, la jeunesse notamment. C'est logique, l'indépendance proclamée récemment, et les jeunes n'étaient pas fatalement francophones. Alors quand je l'expliquais, ça intéressait Mitterrand. Alain Decaux, vous êtes également membre de l'Académie française depuis 1979. Qu'est-ce qui vous amuse à l'Académie française? Est-ce que quelque chose vous y amuse? Je crois que vous y allez. Vous ne faites pas partie de ceux qui n'y vont pas. Oh, très rarement, vous savez. C'est très mal vu de ne pas y aller d'abord. Et là, non, simplement, là, j'en avais eu envie. C'est la différence. Et jusqu'au jour où un académicien que j'ai rencontré, que je ne connaissais pas, que j'ai rencontré par hasard, mais dit, vous n'avez jamais pensé à l'Académie française? Et je lui réponds, non, je n'y avais jamais pensé. Vous devriez. Alors, quand un académicien dit ça à quelqu'un qui éventuellement aurait envie d'y être, alors ça, la machine travaille. Elle a travaillé beaucoup, je me suis présenté, et je n'ai pas été élu, mais nous étions, je crois, 5 candidats valables. C'était épouvantable parce que tout chacun avait des voix. Non, il faut se présenter si on est 1, 2, 3. Mais à l'avance, nous savions tous qu'il n'y aurait pas d'élu. Néanmoins, vous avez été élu la fois suivante. 2 ans après. 2 ans après. Voilà. Regarde les hommes changer sur Europe 1. Frédéric Tadei. Alain Decaux, vous venez de publier un dictionnaire amoureux d'Alexandre Dumas aux éditions Plomb. Ce dictionnaire amoureux, il est vraiment amoureux. Vous lui devez beaucoup à Alexandre Dumas. D'ailleurs, vous avez inventé, je crois, un Saint Dumas qui veille sur vous, en tout cas sur toutes vos entreprises et en tout cas sur vos émissions de télévision. C'était mon père qui a invité Saint Dumas. Ah oui, c'était votre père. Parce que j'avais été très très gravement malade à 10 ans, en 6e. Et une périténite dont je ne me rendais pas compte qu'elle pouvait m'enlever, mais les balbutiements de mes parents avec le médecin dans un coin de la chambre, mais moi je ne pensais pas à ça, et voilà. Et voilà. Pour vous occuper, votre père vous a offert les livres d'Alexandre Dumas. Non, c'est pas mon père, c'est mon grand-père. Mon grand-père qui était l'instituteur classique de la Troisième République. Vous savez que ces instituteurs-là ont fait la Troisième République. Parce qu'ils avaient les enfants avec eux, ils étaient vraiment pour la Troisième République. Et mon grand-père était de cette sorte. Et sachant que j'aimais lire, car j'ai lu dès que je savais lire, dès que j'ai su lire, je lisais sans arrêt. Il m'apportait des livres 1 fois par semaine. Et un beau jour, il m'en apporte 6. Alors là, il exagère. Vous savez, dans le Nord, nous sommes Lillois. On dit bon papa, bonne maman, on dit bah papi, etc. Et je dis mais bon papa, tu te trompes. Tu m'en donnes 6 pareils. Parce que j'avais regardé Comte de Monte Cristo, Dumas, je ne savais pas ce que c'était. Non, ils ne sont pas pareils. Est-ce qu'on t'a appris les chiffres romains à l'école primaire? Je dis oui, regarde, 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y a 6 volumes pour Monte Cristo. Et là, je dis, tu l'as lu? Au moins 10 fois, me dit mon grand-père. Je dis, un homme aussi sérieux. Et j'ai commencé le jour même. J'ai lu 1 volume par jour. Au bout de la semaine, j'avais lu entièrement Monte Cristo. J'étais dans un enthousiasme extraordinaire. J'étais déjà
l'adorateur de Dumas qui n'a jamais changé de pied. Alain Decaux, je disais, vous lui devez beaucoup. Alors d'abord parce qu'il a trompé votre ennui alors que vous étiez malade à l'âge de 10 ans, mais j'ai l'impression que c'est là que vous avez pris le goût de l'histoire. Votre façon de raconter l'histoire à la télévision, à la radio, dans les journaux, est très inspirée de celle de Dumas. Écoutez, après avoir lu le Monte Cristo, après avoir guéri, et c'est là où mon père, mais il y a un saint maintenant qui guérit les gens, c'est Saint Dumas. Alors, à ce moment-là, bon, de temps en temps, j'avais une bonne note, ou bien j'ai été premier, pas toujours, hélas, mais enfin, on me disait, on va te faire un cadeau, disaient l'oncle, la tante, etc. Qu'est-ce que tu veux ? Un livre d'Alexandre Dumas. J'ai fini pas par les lire tous. Vous savez que Dumas, fils, disait « Personne n'a lu tous les livres de mon père. Je ne suis pas sûr que lui-même les ait tous lus. » Ça jetait une espèce d'interrogation sur savoir s'il en était vraiment l'auteur. Non, il a été l'auteur, il a eu des collaborateurs, comme chacun sait. Le plus important a été Maquet. Maquet, Auguste Maquet. Qui a été vraiment un collaborateur très sérieux. Il vous a donné le goût de l'histoire, cette manière de conter aussi. Je crois que votre premier roman, vous l'avez écrit à 8 ans, c'était déjà, je crois que ça s'appelait Le Secret du Roi, non ? Est-ce que ça n'était pas déjà inspiré par Dumas ? C'était un roman, si vous voulez, de 8 pages manuscrites, relié par ma grand-mère avec du fil noir. Je l'ai perdu. Je connais encore le titre, mais je ne sais pas du tout ce que ça voulait dire. C'était bien ça le titre, Le Secret du Roi ? Oui, ça avait déjà une formule. Alors à Dumas, vous lui avez rendu ce que vous lui deviez, Alain Decaux. Vous étiez parmi ceux qui l'ont réhabilité en tant que grand écrivain. On l'a oublié aujourd'hui, mais dans les années 50, les hussards, Roger Nimier, Kléber Adens, Jacques Laurent, font faire que Dumas va être réhabilité en tant que grand écrivain. Il était complètement oublié à ce moment-là. Oui, et vous étiez là, vous aussi. Il a été célèbre de son temps, bien sûr. Et on n'a jamais cessé de lire ses romans, ses pièces dont il espérait tout. Il disait, je passerai à la postérité par mes pièces, ne disait rien des romans, ça c'est rien les romans. Oui, c'est le contraire. C'est le contraire. Personne en littérature ne s'est autant trompé sur lui-même. On ne joue plus ses pièces, sauf une adaptation par Jean-Paul Sartre de Keane. Mais c'est fini, on ne les joue. Mais cela dit, ces romans sortent toujours réédités. C'est l'écrivain français le plus lu dans le monde. Et dans le monde, vous savez. Au moment où il est entré au Panthéon, on a demandé... Un peu grâce à vous, là aussi. Non. Vous étiez là, vous étiez en première ligne. C'est-à-dire que, à ce moment-là, j'avais été président des Amis d'Alexandre Dumas, qu'on avait créé plus tôt, et c'était mon ami de coin qui était président, et nous avons eu cette idée ensemble, et pourquoi pas au Panthéon. On a œuvré, mais je veux dire, le retour de Dumas a été fait par les gens que vous venez de dire. Oui, Roger Nimier, des jeunes écrivains, et qui étaient furieux que les gens sérieux, les culturels, comme on disait, ne voulaient pas entendre parler de Dumas. Et ils ont fait beaucoup. Et moi, je me suis rangé à leur suite. Pour que Dumas puisse entrer au Panthéon, vous avez été en personne, vous le racontez dans votre dictionnaire amoureux, vous avez été en personne à Villers-Cotterêts, convaincre les habitants de sa ville natale, où il était enterré, de bien vouloir céder sa dépouille. C'est-à-dire qu'il y a une chose, c'est d'abord, nous avons démarché le président de la République, parce que vous Jacques savez, Chirac, à l'époque. En France, seul le président de la République décide de l'entrée ou non de quelqu'un. Le Premier ministre, pas du tout, les ministres, personne, pas les assemblées. Alors, par conséquent, on a obtenu de Chirac, on voulait savoir si Chirac aimait Dumas. Parce que s'il avait détesté Dumas, c'était pas la peine d'assister. Et voilà, il nous l'a dit à Decoing et à moi, et il nous a dit qu'il aimait beaucoup Dumas. Alors on s'est dit, on peut tenter l'affaire. Et très volontiers d'ailleurs, en très peu de jours, il a dit, moi je suis pour, il entrera au Panthéon. Alain Decaux, il y a un autre écrivain dont vous auriez pu peut-être faire un dictionnaire amoureux, parce qu'il a beaucoup compté dans votre vie, c'est Sacha Guitry. Ah, bien sûr, Sacha Guitry, oui. Vous l'avez rencontré comment, Sacha Guitry ? Là, c'est avant la fin de l'occupation. J'avais un ami qui était acteur, et il me dit, tu sais que nous sommes un groupe de jeunes acteurs, en fait, d'aspirants
acteur. Et on voudrait monter une pièce de Sacha Guitry. Comme j'aimais beaucoup Sacha Guitry aussi, sans l'avoir connu, uniquement pour avoir vu ses films. En province, on ne voyait pas ses pièces. Bon, pourquoi pas. Et ils me convainquent que c'est une bonne chose de monter Sacha Guitry. Et ils me disent, il faut l'autorisation. Et moi, je dis, oui, il faut l'autorisation. Il dit, est-ce que tu veux aller la demander à Sacha Guitry? Pourquoi moi, l'étudiant? Il me dit, ça fera plus sérieux. C'est fou, ça, un étudiant. Surtout que j'étais très timide. J'avais 18 ans. Et alors, j'ai quand même, à 11h, été sonné, reçu par un valet de chambre, en tenue de valet de chambre. Que voulez-vous, monsieur? Je veux voir monsieur Sacha Guitry. Monsieur Guitry ne reçoit pas sans rendez-vous, il me claque la porte. Mais moi, j'ai mis mon pied. Et mon sort s'est déclaré dans ce pied. Et la secrétaire est venue. Qu'est-ce que vous voulez, monsieur? Je le raconte. Elle dit, écoutez, monsieur, c'est très rare qu'il reçoive. Alors, asseyez-vous, je vais essayer de le convaincre. Elle monte, puisque Sacha avait son grand studio au premier étage. Il y avait par conséquent un escalier qui montait. Je regarde cet escalier, que d'étoiles de maître dans l'escalier. Et puis j'attends, le cœur battant. Je dis, c'est idiot, il m'a envoyé. C'est pas possible. Et puis tout à coup, en haut de l'escalier, vous voyez, là, au premier étage, il y a une rampe qui se caractérise. Et de cette rampe, j'entends « Montez, monsieur, montez, s'il vous plaît ». C'était lui. Et je suis monté. Alors j'ai dit, je vais mourir. Et je croise Madame Choisel, la secrétaire, qui me fait un clin d'œil, vous voyez. Et il est là en robe de chambre, parce que quand il était chez lui, Sacha était toujours en robe de chambre. Très belle, moirée, etc. Il m'a fait entrer. Je ne vous raconte pas cette visite qui a duré plus d'1 heure. Et à la fin, il m'a donné l'autorisation. Dites à vos camarades que j'accepte qu'ils montent ma pièce. Et ça ne s'est pas fait, bien entendu, parce que quelque temps plus tard, il y a eu précisément le débarquement. Tout ça ne se prêtait plus du tout. Il a d'ailleurs eu quelques ennuis à la Libération, et c'est vous qui avez sauvé sa maison. C'est pour ça que vous êtes sauvé, c'est lui qui le disait. Ouais. Parce que il a été arrêté, vous savez, on a arrêté beaucoup de gens qui étaient... Il a écrit un livre là-dessus, oui, pour se défendre. 60 jours de prison. Voilà. Très drôle, parce que même les choses désagréables, c'était très drôle sous sa plume. Il ne pouvait pas ne pas être Sacha Guitry. Et on l'a libéré après. Et il a eu 2 non-lieux. Il n'y avait vraiment rien à leur reprocher. Je l'entends encore me dire j'ai eu 2 non-lieux. C'est probablement qu'il n'y avait pas lieu. Frédéric Taddeï sur Europe 1. Regarde les hommes changer. Alain Decaux, vous êtes arrivé quasiment à l'histoire, on va dire, par la presse, Historama que vous avez créé, non, Histoire pour tous, pardon, que vous avez créé, Historia, la radio, je le disais, la tribune de l'histoire va durer 46 ans, puis il y aura la télévision, la caméra explore le temps, et enfin, Alain Decaux raconte. Qu'est-ce qui vous attirait réellement dans l'histoire? Pourquoi aviez-vous envie de faire partager cette passion à tant de Français? Écoutez, je suis obligé de revenir à Alexandre Dumas, parce que mon père, me voyant lire successivement tous les Alexandre Dumas, me dit « Alain, il faudrait que tu saches que tout ce qu'écrit Dumas n'est pas authentique. Il y met de lui-même. » Et j'ai commencé, à partir de 14 ans, à lire des livres d'histoire, pour savoir si Dumas inventait ou pas. Et alors j'ai découvert les historiens. Et c'est là que je me suis dit, j'aimerais bien faire ça. J'aimerais bien écrire. La radio, c'est une idée qui est venue après, mais écrire des livres d'histoire, voilà. Est-ce que vous avez été tenté, vous aussi, d'y mettre de vous-même, comme le faisait Alexandre Dumas? Pas du tout. Ah, pas du tout. Dumas le faisait admirablement, mais moi, mes livres d'histoire étaient contrôlés. Je cherchais les sources. J'ai découvert la Bibliothèque nationale, j'ai découvert les archives nationales, les archives privées.
Ça, c'est peut-être quelque chose de plus que les autres. En disant, il y a des descendants de ces gens-là, les cherchant, les trouvant, les convainquant de me laisser leur parler, enfin. Et c'est en fait, si j'ai fait ça, c'est par un journaliste. Un journaliste, parce que pour gagner ma vie, j'ai continué à écrire dans les journaux des tas de choses. J'ai tenu la chronique du théâtre, pas la critique dramatique, la chronique du théâtre pendant 2 ou 3 ans dans un hebdomadaire. Et bon, c'est-à-dire aller interviewer l'auteur, etc., les acteurs, tout ça, ça me passionnait. Et le rédacteur en chef, enfin le directeur de l'un de ces journaux, qui avait été avant la guerre dans la création du premier match, il s'appelait René Maine. On n'en parle plus beaucoup, on a tort. C'était un fort grand journaliste. M'a fait faire un premier article d'histoire. Je l'ai fait. Et il m'a appelé dans son bureau. Il m'a dit, Alain, on parle ensemble, vous m'avez dit que vous voulez écrire, mais vous n'avez pas dit quoi. Eh bien maintenant, je sais, je vous le dis, vous écrirez de l'histoire. Et c'est à cause de ça que j'ai confirmé, et j'ai commencé le jour même mon premier livre d'histoire. Alors, est-ce qu'il vous est arrivé, Alain Decaux, de vous tromper? Parce qu'un historien, et c'est son travail, et vous l'avez fait, c'est aussi d'émettre une thèse. Un de vos premiers livres, si ce n'est le premier, je crois, était consacré à Louis XVII. Forcément, on prend des risques quand on s'attaque à Louis XVII. On peut se tromper. Est-ce qu'il vous est arrivé de vous tromper dans votre longue carrière? Mais le drame, c'est que c'était mon premier livre. Et vous vous êtes trompé? Oh, horriblement. Heureusement, ça a été un échec total. Personne ne l'a lu? Très peu. C'est-à-dire qu'on en a vendu en France 3000 exemplaires, et la suite du tirage, on l'a soldé au Canada. Alors quand des gens me demandent où est votre premier livre, je dis au Canada, allez voir. Vous avez comme ça d'autres tâches que... Non. Il y a une pièce, votre première pièce s'appelait Les Rosenberg ne doivent pas mourir. Oui, si vous voulez, c'était un plaidoyer en faveur du couple Rosenberg, accusé d'espionnage par les Américains. Et aujourd'hui, on dit qu'en réalité, lui au moins, Julius Rosenberg, était coupable d'espionnage. On en est sûr maintenant. Bon, cette pièce a été jouée, elle a eu beaucoup de succès, elle a été même jouée à l'étranger. Et tout le monde croyait à l'innocence des Rosenberg à l'époque. Pas demandé l'acquittement, si j'ose dire, le président de la République française, tout le monde. C'était tellement évident, mais non. Parce que plus tard, quand on est entré dans les archives de Tchécoslovaquie, on a trouvé la liste des espions, et ils y étaient. Enfin, du moins, lui y était. Oui. Alors là, c'est triste. On ne joue plus ma pièce. J'ai écrit à la Société des auteurs, interdisez désormais qu'on joue ma pièce. Europe 1, Frédéric Tadei. Regarde les hommes changer. Alain Decaux, venons-en à cette émission extraordinaire. Alain Decaux raconte que vous avez animé pendant près de 20 ans, de 1969 à 1988. Vous étiez pendant 1 heure, seul, face à la caméra, en plan fixe, en direct, pratiquement sans illustration, sans notes, et vous racontiez l'histoire à ce moment-là. Et on se dit, comment faisait-il? Est-ce qu'il apprenait tout par cœur? Vous étiez passionné et passionnant. Inutile de vous dire que c'est pas moi qui ai eu l'idée de cette émission. Vous me voyez demander rendez-vous à un directeur de chaîne, il dit voilà une très bonne idée que j'ai. Alors non, je serai tout seul, il n'y aura rien. Jamais je n'aurais pensé à ça. C'était Cazeneuve, Maurice Cazeneuve, qui était directeur de l'ERTF. De la deuxième chaîne. Ah oui, elle venait d'être créée en 1969. Absolument. Et là, il m'avait téléphoné en disant « J'aimerais vous voir ». Et alors, il m'explique qu'on vient, je dois faire le programme de l'été. Alors, j'ai une idée pour vous. Alors, je dis « Une idée pour moi ?» Je dis « J'étais pas mécontent, vous savez, faire une émission de télé, ça faisait plaisir. Je l'avais fait les années précédentes, La caméra explore le temps, avec Castallo et Lorenzi. Mais là, c'était des choses vraies avec des acteurs. C'est là. Alors, pour vous, dit-il. Je dis « Alors quoi? Qu'est-ce que c'est ?» Eh bien, vous allez raconter devant une caméra
pendant un quart d'heure. C'était un quart d'heure, une histoire que vous choisirez. Et je lui ai dit, mais cher Cazeneuve, vous allez vous mettre dans un grand embarras. Ça va être très critiqué. Et moi, je vais me faire couvrir de... Je jure. Parce qu'à l'époque, un jeune journaliste arrivant au journal télévisé, on lui disait pas de parole sans plus d'une minute de parole sans une image. Alors là-dessus, pour moi tout seul, alors je lui dis, mais alors je vais peut-être parler à des gens, peut-être ce serait plus vivant. La caméra prendra ces gens à qui on dira d'être intéressés. Non, pas du tout. D'abord, vous êtes inscrit pour le vendredi, tous les vendredis. Et comme on ne sera pas très emmerdés, ni vous ni moi, je vous mets à 11h30 du soir. Par ailleurs, il faut bien le dire, à cette époque-là, il y avait très peu de gens qui avaient la télévision. On n'emmenait pas la télévision en vacances, on n'en avait pas. En 69, il commençait à y avoir du monde. Vous êtes d'ailleurs devenu une immense célébrité. Non, il n'y avait pas beaucoup de monde, je vous jure. Mes parents ont acheté un poste de télévision quand j'ai commencé à Alain Decaux raconte. Et moi, je voyais le samedi, on voyait des petits téléviseurs, parce que c'était des petits écrans, et qui passaient des images. On disait, mais qu'est-ce que c'est ? C'est la télévision. Ah, c'est la télévision. Bon, alors, finalement, il m'a convaincu. Il m'a dit, vous non, personne ne vous verra, c'est trop tard, etc. Et puis, j'ai dit oui. Et j'ai choisi, tous les vendredis de l'été, des sujets que je connaissais déjà très bien, il faut le dire. Et on a tourné dans ma maison, j'habitais le Vésinet à ce moment-là. On est venu tourner. Jean-Charles Nidomé, jeune réalisateur, a réalisé cela, dans la même inquiétude que moi, d'ailleurs. Et là, je n'ai rien écrit. Aucune de ces émissions, de la première à la dernière, n'a été écrite. Mais quand même, je connaissais le sujet. Avant de commencer, je cherchais à relire ce que j'avais pu moi-même faire, ce qu'ont fait les autres, mais jamais une ligne écrite, parce que ça aurait perdu tout son charme. Parce que je passe... les 2 premières années, j'ai fait des quarts d'heure, et puis alors j'ai dit à Cazeneuve, alors l'année prochaine, dit non, pas l'année prochaine. Maintenant, ça devient régulier et je vous porte à une demi-heure. Ah. Et alors, je suis fond. Voilà. C'est devenu un style qui a été parodié d'ailleurs. Alain Decaux, je me souviens de Guy Montagnier, qui était un comparse de Stéphane Collaro, qui vous imitait, et toujours les bras levés. Vous vous souvenez que vous leviez les bras comme ça avec beaucoup de passion quand vous racontiez l'histoire? Peut-être comme ça, mais pas. Vous venez de me lever les bras au ciel. Moi, c'était vers le spectateur. Oui. Sans le vouloir. Je ne voulais rien, parce que si j'avais voulu, ça aurait été mauvais. Ça venait de moi-même. Alors j'ai fait ça, en effet, pendant 20 ans. Vous étiez extrêmement célèbre, Alain Decaux, et je me demande comment il vous arrivait, j'imagine, de croiser ce qu'on appelle les grands historiens, les universitaires. Comment vous considérez-il Emmanuel Leroy-Ladurie, Fernand Braudel, François Furet? Ça dépend les uns ou les autres. Il y en a plusieurs, et ça a été mon bonheur, qui ont trouvé que c'était très difficile à faire, que je le faisais quand même assez bien, et ceux-là me l'ont dit. Il y en a quand même une bonne moitié, que je ne désignerai pas, qui m'ont adressé l'expression de leur mépris le plus parfait. Voilà. Est-ce que vous n'avez pas l'impression aujourd'hui, quand vous regardez, s'il vous arrive de regarder les manuels d'histoire des écoles ou des lycées, que Fernand Braudel a triomphé, l'école des annales. Aujourd'hui, on apprend la féodalité, les paysans. On n'apprend plus Jeanne d'Arc ou Henri IV. Fernand Braudel était de ceux qui m'approuvaient. Ah oui? Oui, oui. Et justement, est-ce que vous regrettez qu'on ait cessé de personnaliser l'histoire? Au moment même où il y a ce qu'on appelle la pipolisation du monde, on a cessé de personnaliser l'histoire, ce que vous faisiez. Vous nous intéressiez à des destins, à des humains. Alors, il faut vous dire, pour vous donner raison, et je vous donne raison, que des gens me disaient « Ah, mais si on avait eu des professeurs comme vous ». Et je disais « Vous ne pouvez pas avoir des professeurs comme moi. Moi, je suis libre comme l'air. C'est moi qui choisis. Personne ne m'a donné un sujet à traiter. C'était moi, ce que j'avais envie.
Et tandis que les professeurs, moi, par exemple, si je voulais faire sur la Révolution française, je pouvais faire Robespierre contre Danton pendant 1 heure. Mais le professeur, ça prendra 3 minutes dans son cours sur la Révolution française. C'était pas la même chose. Et pourtant, une des joies de ma vie, c'est que les professeurs d'histoire et de géographie qui ont une association m'ont élu comme membre de cette association. Vous avez, je crois, prononcé le discours de réception à l'Académie française de François Furet. Oui, grand historien de la Révolution. Oui. Malheureusement, je devais le prononcer. Ah, pardon. Quand Furet a été élu, on lui a demandé mais qui voulez-vous à la surprise de l'époque des secrétaires perpétuels, il a dit je voudrais être reçu par Decaux. Sacré hommage, effectivement. Alors on s'est vu, et là c'est vraiment pour moi un grand malheur. On s'est vu, on s'est rencontrés, on s'est appréciés, à ce point qu'on déjeunait 3 fois par semaine. On était là heureux de parler, etc. Et les vacances sont arrivées. Alors moi je suis parti avec une valise remplie des œuvres de Furet, et lui avec une valise remplie de toutes choses de Decaux. Et il est mort pendant l'été. Et pour moi j'ai perdu un ami. Et voilà pourquoi je n'ai pas fait faire son éloge. Europe 1, regarde les hommes changer. Frédéric Tadei. Alain Decaux, vous êtes intéressé à peu près, je crois, à toutes les époques en tant qu'historien. Y en a-t-il une que vous n'aimez pas? Vous n'aimez pas aller vous aventurer de ce côté-là? Toutes les époques, je n'ai à Alain Decaux raconte, je crois, consacré pas grand-chose à l'Antiquité. Pourquoi? Parce que ça vous inquiète? Non, l'Antiquité, c'est passionnant. Ah oui, normalement, oui. Mais j'avais pas ça. Il fallait que ce soit spontané, mon choix. Tout à coup, je dis, je vais faire ça. Non, mais j'ai fait surtout, disons-le, depuis la Révolution française jusqu'à nos jours. J'ai fait beaucoup de sujets contemporains du XXe siècle, notamment la guerre, etc. Vous avez fait plusieurs livres assez importants, d'ailleurs, sur les femmes à travers l'histoire. J'ai écrit une histoire des Françaises. Exactement. En 2 énormes volumes. Ce qui vous a fait un travail d'une dizaine d'années, au moins. 10 ans, oui. Et mon éditeur, Marcel Julien, il m'écrivait, quand un éditeur écrit à son auteur. Et il mettait toujours à la main en dessous: comment vont tes Françaises? Il savait que j'écrivais toujours. Oui, mais et puis ça a fini par être publié en 2 gros volumes. Alors maintenant, avec le recul, quel a été le rôle des femmes, à votre avis, dans l'histoire de France? C'est forcément un rôle minoritaire, ou est-ce que c'est un rôle minoré? Ça dépend des siècles. C'est très différent. Il y a une énorme différence, par exemple, entre le XVIe siècle, je parle de la France, et le XVIIe siècle. Elles sont plus heureuses ou plus voyantes? Elles ont plus plus de pouvoir agissantes ou moins agissantes. Alors mes livres, c'est ce qu'ils expliquent. Ils disent pourquoi, comment, ceci, cela. Je ne peux pas vous le dire maintenant. Aujourd'hui, vous avez l'impression, Alain Decaux, que les femmes ont la place qui leur revient dans l'histoire, au moins, de France? Elles ont une place infiniment plus considérable que jadis, et même que naguère. Bon, chacun sait qu'elle ne vote que depuis le 45, oui. C'est De Gaulle qui leur a donné. Bon, voilà. Mais cela dit, elles se battent très bien. J'ai une femme qui est féministe et qui ne me trouble pas en répétant son féminisme avec ses amies que je connais qui sont toutes féministes. Est-ce que l'histoire, Alain Decaux, que vous maîtrisez très très bien, est-ce que ça permet de mieux comprendre le présent, comme on le dit souvent, et éventuellement même d'un peu prévoir l'avenir? Prévoir l'avenir, je ne crois pas du tout. Je ne crois pas du tout qu'on puisse prévoir l'avenir. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Je ne le crois pas. Je ne vais pas vous le résumer parce que je suis incapable, mais je ne crois pas. Vous êtes un instinctif, j'ai bien compris. Oui, c'est spontané. Alors est-ce que ça permet de comprendre le présent? Le présent pour les femmes? Non, je parle en général. Vous qui êtes historien, est-ce que vous avez l'impression que le fait de posséder votre histoire de France, ça permet de comprendre le présent? Un peu plus qu'avant. Mais un présent, quand il est actuel,
il faut vraiment faire un effort pour le comprendre. Parce que c'est tout ce que je dirais sans commentaire. Parce que si l'histoire ne permet pas de comprendre le présent, ni de prévoir l'avenir, à quoi sert-elle? Est-ce que c'est une marotte, finalement, l'histoire? Non, c'est pas une marotte. Il y a des gens, comme les auteurs, comme moi, qui y prennent beaucoup de goût, mais aussi beaucoup de gens qui y prennent beaucoup de goût. Oui. Vous savez, les livres d'histoire, il en paraît tous les jours. Et on adore ça, c'est pour ça que je parle de marotte. Et on les achète, on les lit. C'est un goût français. Vous parliez des revues d'histoire. Il y en avait à un moment donné 4 ou 5. Historia était le grand ancêtre. Et vous avez dirigé, hein, je rappelle. Non, j'ai dirigé Historia Magazine, qui était un supplément. Voilà, un supplément. Et là, à la même époque, si on ajoutait tous les tirages, ça faisait beaucoup. Je cherchais les tirages en Angleterre, infiniment moins. 10%, 100% de moins. Même en Italie, infiniment moins de revues d'histoire qu'en France. Est-ce que vous vous êtes intéressé parfois, ou par époque, dans certaines époques de votre vie, à l'avenir? Est-ce que vous avez lu de la science-fiction, par exemple? Est-ce que ça vous intéresse, l'avenir? Écoutez, oui, j'ai eu ma période, une année entière, pendant que je travaillais à autre chose, bien sûr, mais j'ai lu un livre de science-fiction, parce que j'ai la chance de pouvoir lire autre chose que de l'histoire. J'aime beaucoup les romans, et c'est notamment quand ça révèle un auteur. Et alors, je suis tombé en vacances sur un livre. Ça m'a beaucoup plu. Et pendant 1 an, tous les livres que je lisais pour mon plaisir étaient de la science-fiction. Au bout d'1 an, je me suis aperçu que ce que je lisais maintenant, je les avais déjà lus sous une autre forme, parce que c'est pas extensible à l'infini, hein, la science-fiction. Et j'ai cessé de les lire. On se demande où vous trouvez du temps, Alain Decaux. Vous avez publié tellement de livres, écrit tellement de spectacles pour Robert Hossein, depuis le premier, hein, son premier grand spectacle, Le Cuirassé Potemkin, c'était vous, et c'est allé jusqu'à Jean-Paul II, et Marie-Antoinette, etc. etc. Et donc vos livres, vos émissions de télévision, vos émissions de radio, les articles que vous pouviez écrire, on se demandait quand vous trouvez encore le temps de lire des romans de science-fiction pour le plaisir. Écoutez, alors je me suis posé la question à un moment précis. Un beau jour, mon éditeur me dit « Mais pourquoi vous n'écririez pas vos mémoires ?» Je l'ai fait, j'ai donné à ces mémoires comme titre « Tous les personnages sont vrais ». Bien sûr, c'était les gens que j'avais rencontrés, etc. Et à la fin de la rédaction de ces mémoires, j'ai dit « Comment ai-je pu faire tout ça ?» Je me le dis toujours. Comment ai-je pu faire ça? Vous savez que j'ai 85 ans, que j'ai commencé mon premier livre à 22 ans. Et encore, vous ne comptez pas Le Secret du Roi que vous avez écrit à 8 ans, ni les pièces de théâtre. Il avait relié, je vois la forme, visiblement il devait avoir 4 pages. Si quelqu'un le trouve, en tout cas vous seriez ravi de le revoir. Il n'a qu'un exemplaire. Oui, mais puisque vous l'avez perdu, peut-être que quelqu'un l'a. Mais je me souviens du titre. Voilà. Et il y a les pièces de théâtre que vous avez écrites aussi, vous ne les comptez pas non plus. Enfin, vous avez écrit énormément pendant toute votre vie. Vous n'avez jamais été tenté de prendre des assistants, des nègres, Alexandre Dumas, que vous vénérez, il y a eu recours, vous le disiez tout à l'heure. Vous auriez pu faire la même chose. Vous savez ce que disaient les ennemis de Dumas? C'est le seul nègre qui en est. Parce qu'il était carteron, Alexandre Dumas. Carteron. Il en a souffert d'ailleurs, mais il a su répondre superbement. Voilà. Et vous le défendez très bien. Vous dites d'ailleurs qu'une page de Dumas et une page de Maquet, ça n'est pas du tout la même chose. Il y a un souffle, une puissance chez Dumas. Ils se sont associés. C'est le seul collaborateur vraiment qu'on puisse saluer. Certains avaient proposé d'ailleurs que, parce qu'il a une part dans plusieurs livres les plus importants, il a une part dans Les Trois Mousquetaires, dans les Contes de Monte Cristo, mais cette part, ça se faisait à deux. Dumas choisissait toujours le sujet et appelait Maquet, j'allais dire qu'il lui téléphonait, mais emporté par la... voilà, et il appelait et dit « Qu'est-ce que vous en pensez ?» Ou bien Maquet dit « Ça ne me plaît pas beaucoup ». Enfin, il se mettait d'accord. Ou on le fait, on ne le fait pas. Et à ce moment-là, il y avait de longues conversations et sur la manière dont on... Par exemple, le Comte de Monte Cristo, c'est Maquet qui a contredit Dumas
Dumas n'avait mis rien que de ce qui est dans le premier volume, qui est passionnant. C'est le personnage avec ses amis qui lui tendent un piège, les années de prison. Ça n'y était pas. Et Maquet lui a dit, vous perdez beaucoup en ne faisant pas ça. Oh, je le raconterai. Moi, vous savez qu'un écrivain qu'on critique est toujours désagréablement impressionnant. Mais non, vous ne pourrez pas le raconter. Vous ne mettrez pas ça dans 2 pages. Il faut l'écrire. Je verrai. Et le lendemain, il appelle Maquet encore. Le nouveau plan, bien entendu, il y avait le premier volume a été fait. Et puis alors Dumas refaisait ce que lui proposait Maquet, et notamment les dialogues. Sont presque tous de Dumas. Il faut se souvenir qu'il est auteur dramatique depuis des années, qu'il est un très bon auteur dramatique pour l'époque, et que par conséquent, l'apport qu'il fait dans les dialogues est capital. Alain Decaux, dans votre épée d'académicien, il y a, je crois, une antenne de télévision. Après tout, la télévision est rentrée à l'Académie avec vous. Vous avez été le premier homme de télévision élu à l'Académie française. Guitry y est rentré un peu grâce à la bague qu'il portait toujours au doigt, d'où vous a fait cadeau Lana Marconi, sa dernière épouse. Et elle fait partie de votre épée d'académicien. Est-ce qu'il y a quelque chose d'Alexandre Dumas dans votre épée d'académicien ? Pas la moindre allusion. Non, ce Saint Dumas qui a tellement compté pour vous, aucune allusion dans votre épée d'académicien. Parce que ça, on ne peut pas mettre quand même 10 sortes de choses. D'ailleurs, Guitry n'y aurait pas été si sa femme, sa dernière épouse, ne m'avait pas envoyé cette chevalière. J'ai dit, c'est la moindre des choses. On la met, voilà. Et on l'a mise dans l'épée. Et il y a autrement... comme il y a aussi l'antenne de télévision. Ouais. Pour la première fois, la télévision est dans une épée d'académicien. Alain Decaux, comment trouvez-vous le 21e siècle ? Est-ce que ce siècle vous intéresse autant que les précédents ? Écoutez, je crois que mon originalité n'est pas immense, beaucoup moins que les autres. Surtout, je trouve qu'on s'est perdu à un moment donné vers l'Europe, qui était pour moi quelque chose de tout, et qui reste capital. On n'a pas été jusqu'au bout, on a essayé, ça s'est à plusieurs fois égaré, mais l'Europe, pour moi, c'est le but à atteindre, et on ne l'a pas encore atteint. Est-ce qu'il est encore temps ? Est-ce que je vivrai suffisamment encore ? Pour l'avoir, cette Europe, il faudrait un président, un vrai président. C'est un faux président qu'on a maintenant. Et puis enfin voilà, ce serait formidable. Merci Alain Decaux d'avoir été mon invité sur Europe 1. Je rappelle que votre dictionnaire amoureux d'Alexandre Dumas vient de paraître chez Plomb. Bon week-end à tous, on se retrouve dimanche prochain à 18h15 pour Regarde les hommes changer avec Julie Depardieu. Et tout de suite, un nouveau rendez-vous, vous allez en entendre parler avec Aymeric Caron jusqu'à 20h sur Europe 1. Merci de m'avoir reçu. C'était un plaisir. À la semaine prochaine, Frédéric Tattei.